Louis Vuitton est la marque de luxe la plus prestigieuse au monde. Son PDG Bernard Arnault était l'homme le plus riche au monde en 2023, devant Elon Musk et Jeff Bezos, avec une fortune de 200 milliards de dollars. Bernard Arnault et sa famille, première fortune mondiale. Vu le succès de Louis Vuitton, on n'aurait jamais pensé que cette société était créée par un homme qui était SDF pendant son adolescence, qui a grandi sans éducation et qui dormait dans la forêt. Louis Vuitton est l'histoire d'une ascension extraordinaire de la pauvreté au sommet du luxe. Mais la société Louis Vuitton sera le théâtre de prises de contrôle brutales, de procès interminables et de nombreuses controverses. C'est l'histoire improbable d'une petite entreprise familiale devenue un empire du luxe. Louis Vuitton est né en 1821 dans un village en France appelé Anchet. Dans ce village, il n'y avait ni électricité ni eau courante. Son père était fermier, sa mère fabriquait des chapeaux pour compléter les faibles revenus de la famille. Louis n'était pas scolarisé. L'école la plus proche était à plus de 10 km. Pour sa famille, il était bien plus utile au champ qu'en classe. La vie était dure. Il travaillait toute la journée pour à peine avoir de quoi manger. La famille était en grande difficulté. Ensuite, les choses se sont aggravées. Sa mère meurt alors qu'il avait à peine 10 ans et son père se remarie presque immédiatement. En plus, sa belle-mère est tyrannique et lui rend la vie infernale. À 13 ans, Louis décide de fuir. Il ne laisse aucun message, ne dit au revoir à personne. Son objectif, Paris. Problème, c'est à 400 km. Il n'a ni argent ni nourriture. Il marche pendant 3 ans. La nuit, il dort dehors, dans les bois. Pour survivre, il accepte n'importe quel travail et peu à peu, il apprend à travailler le bois, le cuir et le métal. Ce sont ses compétences accumulées par hasard sur son chemin qui vont changer son destin. À 16 ans, Louis arrive enfin à Paris. C'est la révolution industrielle, la ville est en pleine effervescence. Il se fait embaucher comme apprenti chez un artisan qui fabrique des malles de voyage pour la haute société. Ce job lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes très riches. Et Louis travaille là-bas pendant plusieurs années. Il apprend beaucoup et se donne au maximum dans son travail. Le destin frappe à sa porte en 1851. Parce que cette année-là, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, devient cliente. Elle adore son travail et le prend comme artisan personnel. C'est un tournant, son talent est reconnu, il a maintenant accès aux plus grandes fortunes de France. Alors à 33 ans, il se marie et décide de créer son propre business. Il ouvre son propre atelier. Il ne veut pas simplement copier ce qui existe déjà, il a une idée. Il remarque qu'il y a un grand problème avec les malles de l'époque. Toutes les malles étaient en cuir avec un couvercle arrondi pour que la pluie glisse dessus. Mais ce design les rend impossibles à empiler. Louis décide d'innover, il abandonne le cuir pour une toile légère, résistante et imperméable. Il invente une forme rectangulaire, résultat les malles étaient plus pratiques, plus empilables et prenaient moins de place. À ce stade, Louis avait déjà construit une réputation professionnelle et il avait développé des relations dans la haute société. Quand il lance sa ligne de valises, c'était un succès immédiat. En 2 ans, ces malles deviennent indispensables pour la bourgeoisie mondiale. Il reçoit des commandes du monde entier, y compris de la royauté égyptienne. Face à la demande croissante, il embauche 20 artisans pour l'aider. Pendant cette période, de plus en plus de personnes prenaient le train et le bateau pour voyager. Le marché était plus grand que jamais. Tout semblait aller pour le mieux, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas duré longtemps. Parce que la France est entrée en guerre. Année 1870. La guerre franco-allemande éclate. Paris est assiégé. Louis doit fuir et vit caché dans des conditions misérables. Il a peu de nourriture et il a peur pour sa vie. Quand il revient après le conflit, son atelier a été détruit. Les fenêtres étaient cassées, les équipements étaient volés. Il a perdu tout ce qu'il a construit pendant toutes ces années. Il aurait pu abandonner, mais non, il se relève, il ouvre un nouvel atelier, encore plus grand, encore mieux placé entre la gare et le grand hôtel de la ville. Un emplacement parfait pour les personnes qui arrivent à la gare pour aller à l'hôtel. Et il frappe fort avec une nouvelle collection de malles en toile rayée, élégantes et pratiques. Et c'est un succès immédiat. C'est devenu extrêmement populaire. Beaucoup de marques ont essayé de copier ce style, mais la qualité de Louis Vuitton était imbattable. Les gens voulaient du Louis Vuitton.
Louis continue de travailler dans sa boutique pendant 20 ans jusqu'à sa mort alors qu'il avait 70 ans. Mais c'est son fils Georges qui va reprendre le business. Et avec lui, la marque va vraiment exploser. Georges veut se développer dans le reste du monde. Il ouvre une boutique à Londres. Problème, les valises Louis Vuitton étaient tellement populaires que beaucoup commencent à faire de la contrefaçon. Sa solution, un logo. En 1896, il crée le monogramme LV qu'on connaît aujourd'hui. C'est une signature unique, un symbole d'exclusivité qui le rend difficile à être copié. Il ne s'arrête pas là, il invente une serrure inviolable pour protéger les bagages des voleurs. La société avait 100 employés vers l'année 1900 et continue de grandir tous les ans. Le business explose à tel point que Coco Chanel lui passe une commande spéciale, un petit sac élégant et pratique. Ce sac, c'est l'Alma. À la base, il devait être fait pour elle seulement. Mais Georges décide de le produire en masse et les gens adorent. C'est le début de la diversification de Louis Vuitton, la maroquinerie, les sacs à main et le luxe accessible. Georges décède en 1936 et la société est reprise par son fils, Gaston Louis. Mais pas de chance, à peine il récupère le business, la guerre éclate encore. Gaston Louis est obligé de fermer son usine. Paris est assiégé encore une fois. Beaucoup d'entreprises françaises refusent de collaborer, mais pas Louis Vuitton. Gaston Louis négocie avec les Allemands pour garder ses boutiques ouvertes. Quand une journaliste enquête des années plus tard, la marque lui dit que tous les documents de cette époque ont mystérieusement été brûlés. Sauf qu'en cherchant ailleurs, elle découvre que Louis Vuitton avait une boutique de luxe dans un hôtel réservé aux officiers allemands. C'est une tache noire dans l'histoire de la marque, mais sans ça, peut-être que Louis Vuitton aurait disparu. Quand Gaston Louis décède en 1970, son beau-fils Henri Racamier récupère la société. On en est maintenant à la 4e génération. Mais contrairement à ses ancêtres, Henri avait de l'expérience dans le monde du business. Quand il a récupéré la boîte, il est passé à un niveau supérieur. Il fait des changements majeurs pour passer de la société familiale à une organisation massive. En seulement 6 ans, les ventes passent de 20 millions de dollars à 260 millions de dollars. Donc en 1984, Henri décide d'introduire la société en bourse. Il utilise ses levées d'argent pour investir massivement dans de nouvelles boutiques. 3 ans plus tard, Louis Vuitton atteint 1 milliard de dollars de revenus. Ensuite, la marque fusionne avec Moet Hennessy et devient LVMH. Moet Hennessy est une société qui fabrique du champagne et du cognac. Il ne s'entend pas avec les dirigeants de Moet Hennessy. Il demande de l'aide à un investisseur ambitieux, un certain Bernard Arnault. Erreur fatale. En secret, Arnault rachète 43% des parts. Il réussit à avoir le support des familles Hennessy et prend le contrôle du groupe. Racamier est trahi et évincé. La famille Vuitton n'a plus aucun pouvoir sur son propre nom. Il attaque Bernard en justice, mais il perd. Et pour la première fois en 100 ans, personne de la famille Vuitton n'est impliqué dans l'image de la boîte. Gagnant au point, Bernard Arnault, qui reste seul maître à bord du premier groupe mondial du luxe, il a envoyé au tapis son adversaire Henri Racamier. Bernard Arnault, lui, transforme LVMH en un monstre de luxe. Il rachète Dior, Givenchy, Fendi. Aujourd'hui, il possède plus de 70 marques. En 2021, il devient l'homme le plus riche au monde avec une fortune de 200 milliards de dollars. Il dépasse Elon Musk et Jeff Bezos. Son surnom, le loup en cachemire. Aujourd'hui, Louis Vuitton, c'est plus de 400 boutiques dans le monde, une valeur de 100 milliards de dollars et une stratégie de prestige absolue. Ils ont une équipe d'avocats redoutables, ils n'hésitent pas à attaquer en justice tous ceux qui essaient de copier leur style, ils poursuivent Supreme pour avoir volé leur logo, ensuite ils finissent par collaborer avec eux quand ils voient à quel point c'est profitable. Leurs sacs sont vendus à des milliers d'euros alors que ce sont des articles produits en masse. C'est devenu une marque statutaire, un passeport pour le luxe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les produits Louis Vuitton en valent le prix?